TVT au cœur de l'information. Dans l'actualité ce samedi, la visite de travail du chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, à Brazzaville, une visite à l'initiative du président Denis Sassou Nguesso. Plusieurs questions d'intérêt commun d'ordre bilatéral, régional et multilatéral étaient au cœur des échanges entre les deux hommes d'État. La guerre du smartphone entre parents et ados, un sujet d'une grande actualité qui retient l'attention. Les adolescents en sont devenus même accros. Sur la question, les avis sont partagés. Que pensent concrètement parents et psychologues à ce propos? À suivre dans un instant. Et puis, un nouvel ouvrage dans les kiosques du leadership à la gouvernance locale. C'est le titre de ce livre rendu public. Ce chef-d'œuvre porte la signature du Togolais Boniface Agoudavi. Plus d'informations dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, cette visite du chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, à Brazzaville ce vendredi, une visite de travail et d'amitié à l'invitation du président congolais Denis Sassou Nguesso. Les deux hommes d'État ont abordé plusieurs importants sujets d'ordre bilatéral, régional et multilatéral. Gerson Dovo nous en dit un peu plus. D'abord, de leurs deux pays, le Togo et le Congo. Faure Sozimna Gnassingbé et Denis Sassou Nguesso sont d'accord pour mettre au même diapason les relations économiques et politiques entre leurs deux pays sur les questions d'intérêt commun d'ordre bilatéral, régional et multilatéral. Les deux hommes d'État ont eu une convergence de vues. La situation au Tchad a été ensuite évoquée. Les deux présidents ont exprimé leur attachement à l'unité et à la paix dans ce pays frère. Leur vœu, voir le Tchad aller vers une transition inclusive, pacifique et apaisée, avec l'appui de la communauté internationale. Autre pays évoqué, la Libye. Sur place, le nouvel exécutif a pris des mesures en vue d'un règlement politique de la situation, mesures appréciées et favorablement par les deux présidents. D'autres crises politiques et sécuritaires sur le continent ont retenu l'attention des deux chefs d'État prêts à soutenir les initiatives en cours, initiative d'un règlement rapide. Comme partout en cette période de pandémie, le coronavirus s'est aussi invité aux discussions. La crise sanitaire a été donc abordée. Les deux dirigeants restent solidaires à l'appel international pour un accès équitable de tous les pays au vaccin anti-Covid-19. Avant de quitter Brazzaville, le président Faure Sozimna Gnassingbé a remercié son homologue pour l'accueil chaleureux à lui réservé sur le sol congolais. Et ce communiqué du gouvernement à présent, administration de la deuxième dose du vaccin AstraZeneca, le gouvernement togolais a lancé officiellement le 10 mars 2021 la campagne de vaccination contre la COVID-19. Cette campagne a concerné le personnel de santé et s'est poursuivie avec les personnes de 50 ans et plus dans le Grand Lomé avant de s'étendre enfin à toutes les personnes de 30 ans et plus sur toute l'étendue du territoire. Dans la suite logique de cette campagne, le gouvernement va procéder au lancement de la phase d'administration de la deuxième dose du vaccin AstraZeneca le lundi 17 mai 2021 à 8 heures au nouveau centre administratif des services non loin du carrefour GTA sur la voie menant à la présidence de la République. Le personnel soignant sur toute l'étendue du territoire recevra sa deuxième dose entre le 19 et le 21 mai. Ceci sur les mêmes sites que ceux ayant servi à l'administration de la première dose. Toutes les personnes ayant reçu la première dose sont invitées à se présenter dans les lieux indiqués munis de la carte qui leur a été délivrée suite à l'administration de la première dose et selon le chronogramme qui sera communiqué ultérieurement. Et c'est signé le gouvernement. Voilà donc pour ce communiqué.
Et les conséquences liées à la déforestation sont immenses. L'une d'entre elles est l'absence de pluie. Fort de ce constat, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a initié une rencontre d'échange régional avec les autorités locales. Les discussions ont porté sur leur implication dans la gestion durable des écosystèmes forestiers au Togo afin de trouver des solutions pérennes au phénomène de déforestation. Marie-Thérèse Nabédé Liagba Nyadao. L'on déboise plus que l'on ne reboise. Le constat est là et il faut impliquer davantage les populations dans la gestion des ressources forestières et de l'écosystème. Élus locaux, chefs traditionnels et acteurs de la filière bois sont ici sensibilisés sur leur rapport dans la gestion durable de l'environnement. Dans chaque famille, nous devons nous mobiliser à planter au moins par personne un arbre devant sa devanture pour que nous puissions vraiment atteindre l'objectif fixé par le gouvernement. La cible a été aussi très bien choisie. On avait un projet en vue, mais avec la communication du ministre et de son équipe, nous sommes davantage pénétrés. Tout ce qui constitue la base pour le développement sur le territoire de chaque commune, nous allons les mobiliser. Le 1er juin 2021 va être exceptionnel. Le sujet concerne tous et invite à un changement de comportement vis-à-vis de Dame Nature. L'acte de mettre en terre un plan pour recréer la forêt reste une préoccupation permanente. Le ministère de l'Environnement veut à travers cette rencontre définir ainsi une base de collaboration entre l'administration forestière et les autorités locales pour une augmentation du taux de couverture forestière. L'inventaire forestier effectué en 2016 a relevé une régression de la surface forestière d'environ 5 679 hectares par an, contre un taux annuel de reboisement de 2000 hectares par an, ce qui s'illustre par la disparition de 3 679 hectares par an. À cette allure, d'ici 10 ans, notre pays sera dépourvu de tout son potentiel forestier. Que chaque maire tienne compte de la politique de reboisement intensif dans son plan de développement communal et à créer dans sa commune une forêt communale, voire des forêts au niveau de chaque canton. Que chaque maire rende sa commune verte à travers l'aménagement des espaces publics. Des questions-réponses ont permis aux participants de comprendre mieux le bien fondé de la préservation de l'environnement. L'initiative a pour but d'atteindre d'ici à 2025 un couvert végétal de 25%. Et le 1er juin de chaque année reste l'un des moments idéaux pour chacun des citoyens de planter un arbre pour ainsi joindre l'acte à la parole. Et les effets du changement climatique sur la production agricole sont déjà visibles. Globalement, on observe davantage de pertes que de gains. En quoi le changement climatique menace-t-il l'agriculture et quelle est la place de la météorologie dans la réussite agricole? Éclairage Yatara Tema. Les effets des changements climatiques sur les pratiques culturelles font de plus en plus partie du quotidien des paysans. Ces effets ont pour nom l'irrégularité des cycles saisonniers, l'excès de chaleur et la modification des régimes de précipitation notamment. Conséquence, diminution des rendements. À cela s'ajoute une prolifération des parasites et des maladies des cultures et du bétail. Les changements climatiques constituent ainsi une menace croissante sur les secteurs de l'agriculture. Avec le dérèglement climatique, la pluie vient au moment où elle ne doit pas venir et au moment où on l'attend, elle ne vient pas. Ça crée vraiment un problème d'abord de planification pour nos producteurs agricoles. Ça entraîne également l'émergence de certaines menaces, telles que des ravageurs émergents qu'on n'a jamais vus, et également des maladies des plantes qui apparaissent et qu'on ne connaissait pas et qu'il faut également éradiquer. Il y a les problèmes d'inondation
qui viennent ravager des hectares de culture et également la sécheresse. Et face aux impacts des changements climatiques ressentis en premier par les agriculteurs sur leurs activités, il est conseillé de se référer aux prévisions météorologiques et de bien faire le choix des espèces cultivées pour une meilleure adaptation. Au démarrage même déjà de la campagne cette année, les services météorologiques ont sorti les prévisions. Et nous, dans les diffusions que nous faisons à travers nos agents techniques sur le terrain, ils ont toutes ces informations et les portent aux producteurs. Je dirais que les prévisions météorologiques sont d'une importance capitale pour le producteur. Et ça fait partie de l'une des mesures de résilience du producteur face à cette menace des changements climatiques. Nous diffusons des variétés que nous appelons des variétés résistantes ou tolérantes à la sécheresse. Et c'est souvent des variétés qui ont un cycle court. Par exemple, pour le maïs, nous avons la TZEE qui a un cycle court et qui permet à la plante de pouvoir résister pendant une période de sécheresse et donner des rendements meilleurs. Pour le riz également, il y a des variétés qui existent, qui sont résistantes à la sécheresse et tolérantes, et qui ont également un cycle court, comme le IR 841 qu'on connaît très bien avec son parfum. Il y a également les variétés Nerica et TGM. L'agriculture subit les effets du changement climatique. Et si l'on ne trouve pas une solution aux impacts liés à ce phénomène, la productivité agricole va considérablement diminuer, impliquant de graves conséquences pour la sécurité alimentaire. Des millions de personnes à faible revenu seront alors menacées par la faim et la pauvreté, à en croire les spécialistes en la matière. Comment résoudre l'épineux problème du chômage des jeunes? Une préoccupation des autorités togolaises depuis plus de 3 décennies, déjà par une création de la zone franche industrielle. Et aujourd'hui, plus de 30 ans après, quel bilan peut-on dresser? Sandra Ziabé pour les précisions. Créée en 1989, la zone franche industrielle a pour objectif principal l'éradication de la pauvreté par la création d'emplois et de richesses. 3 décennies après, que peut-on retenir? Aujourd'hui, c'est vrai, le taux de chômage des jeunes reste la préoccupation de tous les gouvernements de par le monde. Selon un récent rapport de l'Organisation internationale du travail, près de 68 millions de jeunes sont au chômage. Au Togo, pour pallier cette situation et contribuer substantiellement à l'éradication de la pauvreté par la création d'emplois, cette zone franche industrielle s'imposait. Et 30 ans d'existence, le bilan est encourageant. 240 milliards de fonds CFA ont été investis pour un chiffre d'affaires global de 268 milliards. La contribution annuelle au produit intérieur brut PIB estimée à 67 milliards de fonds CFA. La zone franche industrielle compte aujourd'hui plus de 70 sociétés en activité. 25 autres entreprises agréées sont en train d'être installées. La zone emploie 15 392 personnes. Fort de ces résultats, la construction de la nouvelle plateforme industrielle d'Adétikopé devient quelques mois une urgence pour les plus hautes autorités du pays. Pour ses premiers responsables, l'industrialisation du Togo prendra appui sur l'histoire et capitalisera sur les expériences afin d'augmenter les chances de réussir. Aujourd'hui, le constat est clair et édifiant. L'Afrique doit diversifier ses économies nationales. Cette nouvelle option aiderait les pays africains à atteindre des taux de croissance élevés, à diversifier leur économie et à réduire leur vulnérabilité aux chocs extérieurs. Selon la Banque africaine de développement BAD, la croissance du PIB continental étant plus faible, l'Afrique doit développer les compétences dans les technologies de l'information et de la communication, ainsi que dans les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. La 4e révolution industrielle imposera des exigences de plus en plus grandes au système d'éducation qui forme des diplômés possédant ce type de compétences. Rappelons qu'à l'heure actuelle, l'industrie africaine ne génère que $700 américains de PIB par habitant en moyenne.
Plus qu'une nécessité, c'est une urgence pour l'Afrique de concevoir son programme d'industrialisation. Focus sur l'IFAD, bâtiment d'Adidogomé, inauguré récemment par le chef de l'État. Cet institut offre une quille réelle de formation relative au métier du BTP, un apprentissage qui va se tenir dans un environnement numérique, théorique et pratique. Qui peut intégrer cet institut et quelle formation et diplôme? La réponse dans ce dossier de Edwige Atakba Bassabi et Abide Nyasimbi. L'Institut de formation en alternance pour le développement IFAD bâtiment ouvre ses portes bientôt à Lomé. Inauguré par le chef de l'État, l'Institut accueillera ses premiers apprenants dans 2 mois. Grosses œuvres, menuiserie et métallerie, finition et secondes œuvres, énergie et fluide. Des pôles de métiers dans lesquels sera formés les apprenants retenus après étude de dossier. À travers ces formations, l'Institut veut répondre aux besoins en encadrement dans les métiers du bâtiment. IFAD Bâtiment va évoluer également dans la formation en alternance. Il propose des temps de formation générale et professionnelle et des immersions en entreprise. À cela s'ajoute un suivi des activités des apprenants en entreprise à partir de l'outil de liaison et l'implantation de l'entreprise à toutes les phases de la formation. L'IFAD qui a été inauguré est destiné à la maçonnerie, la métallerie, la menuiserie, le coffrage, l'électricité, bâtiment, la plomberie, les métiers de finition tels que les carreaux, les peintures. Et donc les jeunes Togolaises et Togolais seront formés au bac professionnel ou au CAP professionnel. Et également, un peu plus tard, les apprenants vont aller à l'école sur le campus, mi-temps dans les salles de cours et mi-temps dans les ateliers, mais également pour moitié du temps, les apprenants seront dans les entreprises. Le centre est doté d'outils professionnels pour la mise en situation pratique des apprenants dans les différents ateliers. C'est une nouvelle méthode de la technologie très avancée qu'on utilise. Cette nouvelle technologie, elle permet de projeter les cours. Là, vous allez voir, c'est un film sur la construction de maisons que nous sommes en train de projeter. Nous avons mis en place un ENT, un environnement numérique de travail, qui repose sur un réseau informatique et connecté à Internet à haut débit. Sur le réseau informatique, nous avons une plateforme qui offre un certain nombre de services, notamment des services liés à la pédagogie, les services pour la gestion de la vie scolaire. Ici, les apprenants vont évoluer dans un environnement numérique. Cours à distance, diversification des méthodes d'apprentissage, individualisation du parcours de formation, tout est mis en œuvre pour mettre l'apprenant au cœur de sa formation. Je prends l'exemple de l'électricité. L'électricité, il y a beaucoup de choses qui sont basées sur la simulation. Donc, de ce fait, le prof, dans sa classe, peut demander qu'on lui ramène ce chariot et les élèves travaillent sur le numérique directement en salle de classe. Et cette salle de cours vous permet aussi de continuer à travailler, même en dehors de la salle, parce que le prof peut lui donner du travail à faire. Nous sommes dans le centre de ressources. Dans le centre de ressources, il peut venir faire le travail personnel. Cette formation supplémentaire sont déjà annoncées pour 2022. L'idée est de donner au secteur du bâtiment les compétences et l'encadrement nécessaires pour son développement. L'initiative est réalisée dans un partenariat public-privé. Un téléphone portable, une touche et tout part. Au bout, le scandale des images indésirées répandues sur WhatsApp ou Facebook, bref, sur les réseaux sociaux. Le milieu scolaire n'est pas épargné. La direction de la formation lance depuis hier une campagne de sensibilisation contre les dérapages, tous pour une transformation digitale sans travers, thème retenu par les promoteurs. Top départ hier au lycée de Tocoin à Lomé devant les élèves. Et justement, on en vient à cette problématique. Élèves et téléphones portables, les smartphones sont utiles, mais suscitent aussi des inquiétudes. Les avis sont partagés.
Un sujet d'une grande actualité qui retient l'attention étant donné que le smartphone est devenu un moyen incontournable de socialisation et d'information pour les jeunes. Parents et psychologues se prononcent dans ce dossier réalisé par Clarisse Paticlé. Le téléphone portable envahit chaque jour un peu plus le quotidien de l'homme qui ne peut plus s'en passer. Même chez les enfants et les adolescents, le téléphone portable fait irruption. Certains parents comme Peña n'y voient pas d'inconvénient. À 11 ans déjà, son enfant disposait d'un téléphone portable. Nous avons décidé de lui offrir un portable parce qu'à cet âge-là, elle allait seule à l'école. On avait besoin de la joindre pour savoir si elle était à la maison ou pas. Ce sont des portables tout simples, juste pour communiquer. Le téléphone portable reste en effet un important outil de communication. Cependant, chez cet autre parent, médecin de son état, pas de téléphone portable avant le lycée. Aujourd'hui, avec l'accès à l'Internet, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il serait très difficile de contrôler l'information que consommeront donc ces enfants, qui sont très petits d'ailleurs, mais qui ont accès à tout. Il y a beaucoup de paramètres que les parents aujourd'hui doivent intégrer dans l'éducation de leurs enfants, et cela passe justement par le contrôle de l'information. Pour nous, aujourd'hui, il faut contrôler, peut-être avoir des tablettes à la maison et que ces enfants utilisent les tablettes le week-end seulement pour 1 ou 2 heures de temps. Mais donner le portable aux enfants, que ces enfants l'utilisent en allant à l'école ou bien pendant les récréations, ce n'est pas du tout bien. Communiquer, faire des recherches sur Internet sont les principales fonctions du téléphone portable. Mais aujourd'hui, il est utilisé à d'autres fins par les apprenants. Les psychologues recommandent donc que l'utilisation du téléphone portable soit réglementée chez les adolescents. Normalement, jusqu'à 6 ans, le téléphone portable est interdit chez les enfants. Jusqu'à 11 ans, 12 ans, il devrait normalement être interdit aussi à cette tranche d'âge également. Si on doit le leur remettre, il faut que ça soit sous la responsabilité d'un parent ou d'un adulte responsable qui doit savoir qui appelle, qui cet enfant aussi appelle, qu'est-ce qu'ils se disent. Ça doit être sous contrôle. À partir de 13, 14, 15 ans, c'est l'adolescence. Ça serait difficile de dire à un adolescent qu'il ne va pas avoir le téléphone s'il le demande. On peut quand même le responsabiliser dans l'utilisation de ce téléphone. Jusqu'à 15 ans, on doit l'amener à ne pas l'utiliser sur une longue période au cours de la journée. C'est-à-dire que pour éviter qu'il soit accroché à ce téléphone portable. Reste que les parents soient plus regardants par rapport à l'usage que les enfants font de cet outil. Actualité à l'étranger, le gouvernement de transition Mali s'apprête à changer de visage. Le Premier ministre malien a présenté la démission de son gouvernement au président de la transition Bandao ce vendredi. Il s'agira de former un nouveau cabinet de large ouverture qui pourrait ouvrir ses portes à une classe politique malienne. Le gouvernement de transition s'apprête-t-il à changer de visage ? Ce vendredi, le Premier ministre malien Mokhtar Ouane a présenté la démission de son gouvernement au président de la transition, Bandao. S'il a été reconduit dans ses fonctions, Mokhtar Ouane a été chargé de former un nouveau cabinet de large ouverture qui pourrait ouvrir ses portes à une classe politique malienne qui a longtemps critiqué la forte présence de l'armée au sein de la transition. Ces dernières semaines, l'espoir d'un rapprochement a commencé à naître au Mali, alors que les membres du Conseil national de transition ont multiplié les rencontres avec des membres de la société civile, dont les représentants du M5 RFP. La constitution de ce nouveau gouvernement de transition intervient dans un climat social dégradé, mais surtout à moins d'1 an des importantes échéances électorales. Les autorités maliennes ont annoncé il y a 1 mois la tenue d'un référendum constitutionnel le 31 octobre, suivi quelques mois plus tard du premier tour des élections présidentielles et parlementaires le 27 février 2022. Mais le doute persiste quant à leur capacité à tenir leur programme, alors que les violences des groupes armés et des organisations djihadistes continuent d'endeuiller les Maliens. En bref, la clémence l'emporte au sein de l'Union africaine vis-à-vis du Tchad. Pas de sanctions à ce stade contre la junte qui a pris le pouvoir depuis la mort d'Idriss Déby, mais un accompagnement de la transition à N'Djamena selon les informations obtenues par RFI auprès du Conseil de paix et de sécurité. L'instance panafricaine réunie depuis vendredi 14 mai pour statuer sur le sort du pays sahélien devrait donner
plus de précisions d'ici lundi 17 mai. Proche-Orient, nouveau bombardement israélien sur Gaza, 126 morts. C'est le dernier bilan évoqué. Les affrontements entre Israël et le Hamas continuent. Pas de cessez-le-feu entre les parties concernées. Porté dans les rues d'Hébron par une foule en colère, cet homme de 21 ans vient de décéder. La liste des victimes du conflit entre l'État hébreu et les Palestiniens s'allonge encore ce vendredi. De nombreuses personnes ont défilé dans plusieurs villes de Cisjordanie, comme ici, à Ramallah. Des manifestations qui ont souvent tourné à l'affrontement avec les forces israéliennes. Des soldats ont par endroits répliqué à balles réelles, faisant des morts et des blessés. Il s'agit d'un soulèvement populaire sans précédent, dans lequel 13 millions de Palestiniens du monde entier s'unissent dans un seul but, faire tomber l'occupation et renverser le régime d'apartheid, non seulement dans les terres occupées, mais dans toute la Palestine historique. Dans le même temps, Tsahal poursuit ses frappes sur la bande de Gaza, une opération aérienne et non pas terrestre comme l'avait annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi l'État hébreu, peut-être pour faire sortir les combattants gazaouis de leur tunnel. Cette nuit-là, le Hamas continuait de tirer des roquettes vers Israël. Le Hamas a fait une grave erreur en décidant de tirer sur l'État d'Israël. L'armée a répondu avec une attaque basée sur des plans préétablis et d'autres opérations sont en préparation. Nous frappons avec force des objectifs stratégiques, ce qui va porter un coup dur à la production d'armes du Hamas et du djihad islamique palestinien. Ils mettront longtemps pour la reconstruire. Dans la bande de Gaza, les frappes israéliennes continuent de faire des victimes civiles. Allongées côte à côte, les dépouilles de 4 enfants. 4 frères et sœurs palestiniens âgés de 2 à 7 ans. La famille Tanani a été décimée dans le bombardement de leur maison, à Beth Laïa. Mon frère était avec ses 4 enfants et sa femme enceinte. Il n'y a pas eu d'avertissement. Il y a eu 5 tirs et ça les a tous tués. Les forces israéliennes n'ont aucune pitié, ni pour les enfants, ni pour les femmes, ni pour les adultes, qu'ils soient vieux ou jeunes. Dans cette enclave palestinienne très densément peuplée, de nombreuses maisons ont été détruites. Certaines familles terrorisées prennent la fuite et se réfugient dans des écoles. Selon l'ONU, il serait plus de 12 000 à avoir quitté leur maison pour se mettre à l'abri. Depuis lundi, la violence ne cesse de s'intensifier entre Israéliens et Palestiniens. Une escalade inédite depuis 2014. En bref, l'Allemagne a annoncé ce samedi 15 mai que 30 millions de personnes ont déjà reçu une dose de vaccin contre le Covid-19. Un record a d'ailleurs été battu mercredi dernier avec 1,3 million d'injections en une journée, alors qu'il y a peu, le vaccin AstraZeneca était boudé en raison du risque de thrombose. Aujourd'hui, les Allemands veulent à tout prix en bénéficier. Au Togo, à ce jour, samedi 15 mai 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 13 265, 21 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 11 882, 35 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 1258 et le nombre de décès est de 125 et c'est signé le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Du leadership à la gouvernance locale, c'est le titre d'un nouvel ouvrage dédicacé ce jour, un livre disponible désormais dans les kiosques et bibliothèques, un chef-d'œuvre qui porte la signature de Boniface Agoudavi. Magloire Akwe Urisha Mega Yata Aratem. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Un passage de la Bible dont s'est inspiré le pasteur Boniface Agoudavi pour accoucher de cet ouvrage. Du leadership à la gouvernance locale. Un document de 157 pages qui aborde la question du leadership local en 10 points. Il en appelle à une prise de conscience collective face aux crises que connaît l'humanité. Être des hommes de vision, de valeur et de mission en mettant au devant de toute action l'être suprême, Dieu. Le constat que nous avions fait au départ, c'est la gestion surtout de la Covid-19 sans impliquer
Dieu. Parce qu'il y a crise de leadership dans les responsables ecclésiastiques. Il faut relever ce défi-là. J'ai essayé, à travers ce constat, élucider tout ce qu'il y a comme régime qu'on peut constater, que ce soit démocratie, théocratie, oligarchie. La population, à la base, doit toujours vivre. Il faut donc s'informer, se faire former pour être transformé et agir pour les générations futures. C'est l'idée maîtresse du tome 1 de ce livre. Chaque homme a le pouvoir et le droit de se développer, de se prendre en charge. La connaissance et la prise en compte et en charge de soi par soi-même. Et le livre dont nous avons assisté à la dédicace va dans ce sens. Pour que la gouvernance soit bonne, il faut forcément de bons leaders. Parce que quand on parle de leaders, il y a des mauvais leaders et des bons leaders. C'est pour cela que nous devons toujours chercher à ce que les leaders eux-mêmes soient vraiment formés. Les leaders eux-mêmes soient des exemples. Le document est scindé en 3 tomes. Écrivain, homme de Dieu et expert en finances locales, l'auteur annonce son 2e livre consacré au management local et le 3e à la gouvernance locale. Des ouvrages qui pourront servir à la dynamique de la décentralisation amorcée au Togo. Fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Nyasingbe. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.